L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes le 22 août 1911. Le jour se lève sur Paris. La chaleur est accablante. L'air est lourd et collant. Cela fait maintenant 15 jours que la température n'est pas redescendue sous les 30 degrés. Le réchauffement climatique agite les esprits. 100 ans plus tôt, l'étreinte implacable du soleil fait déjà parler d'elle. En France, c'est l'hécatombe. Quelques 40 000 personnes meurent de la fournaise cet été-là. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 morts. Des enfants et des vieillards surtout. Les Parisiens, la gorge desséchée, suffoquent sur les pavés brûlants de la capitale. Ils longent les murs, obsédés par l'ombre d'une porte cochère. Certains vont jusqu'à se réfugier dans les couloirs du métro. L'artiste Louis Beyroux, lui, a une autre solution. Notre homme, chapeau melon, guêtre et faux col, est un peintre respectable, copiste de métier. Il fait partie du petit nombre d'artistes autorisés à pénétrer dans le Louvre avant l'ouverture au public. Ce matin-là, malgré les températures torrides, Beyroux avance d'un pas léger. Bientôt, il déambulera dans les allées désertes du musée. Il est tout excité. Il a rendez-vous avec une belle. La plus belle de toutes, peut-être. Mona, de son petit nom. À coup sûr, vous la connaissez aussi. Elle vous a même déjà accordé un sourire. Mona Lisa. Beyroux a prévu de commencer une nouvelle toile en l'intégrant dans sa composition. Quel privilège! Avoir droit au tête-à-tête avec un des plus célèbres tableaux au monde. Il va installer son chevalet loin des badauds des heures de pointe. Perspective réjouissante, vous en conviendrez. Enfin, sauf que quand Beyroux arrive dans le salon carré, au bout de la grande galerie, la Joconde n'est pas au rendez-vous. Plus de tableau. Juste 4 clous dans le mur. Disparue, la belle. Mais où est donc passée la Joconde? Nous sommes le 22 août 1911. Il est 8h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Dans cette immense salle du Louvre, la Joconde est habituellement bien encadrée. Le Titien à sa gauche, le Titien à sa droite. Au-dessus d'elle, une toile gigantesque de Véronèse. Mona Lisa ressemble à un nain sous le mastodonte vénitien. Mais sur ce mur bien rempli, Beyroux ne voit que ça. L'emplacement vide et les 4 pitons devenus inutiles. Sans doute, la célèbre toile est-elle partie à la photographie. Mais tout de même, on aurait pu le prévenir. En début d'année, l'administration du Louvre avait décidé de mettre la Joconde dans une boîte vitrée qui englobait le tableau et son cadre. Les artistes et les passionnés d'art avaient crié au scandale. Il fallait désormais lutter contre de maudits reflets pour voir la Mona Lisa. C'est un chef-d'œuvre défiguré, avait titré le journal La Croix. Peut-être. Mais au moins il est à l'abri. Sauf que là, il n'y a plus de vitrine, puisqu'il n'y a plus de tableau. Dépité, le copiste aborde un gardien qu'il connaît bien. « Où est la Joconde ?»« À la photographie, probablement, lui répond l'homme. Personne ne l'en a informé, mais il n'en serait pas étonné. Selon un contrat passé avec le musée, la maison d'édition Adolphe Braun a l'autorisation de déplacer les tableaux du Louvre dans un studio qui lui est réservé au sein de l'institution. Un accord qui n'est pas sans risque, mais qui permet au musée d'avoir des photographies gratuites de ses œuvres. Pas d'affolement donc. On imaginerait presque un petit mot punaisé « Je reviens bientôt ». Pour patienter, Beyroux installe son chevalet.
prépare son matériel, trace une esquisse. Mais l'heure avance et la Joconde n'est toujours pas de retour. Le gardien brigadier, que l'inquiétude fait s'agiter dans son uniforme noir à boutons dorés, envoie son second s'enquérir de la belle à l'atelier de photographie. Elle n'y est pas. Non. Non, la Joconde n'est pas là. Ah, sueur froide. Mais alors, où est-elle? Sûrement cachée dans un coin. Essaie de se rassurer les hommes en place. Le gardien-chef est prévenu, le directeur du musée qui est en vacances aussi, et dans les couloirs, soudain, des pas pressés retentissent, faisant craquer le parquet ciré. Il est 11h du matin, et il faut se rendre à l'évidence. La Joconde a quitté le musée. Mais il reste encore un espoir. Une blague potache de journaliste. En octobre 1906, une statue d'Isis, haute de 50 cm et pesant 25 kg, a disparu du Louvre sans que personne n'ait rien vu. Aucun système d'alarme n'existe. Le nombre de gardiens affectés au kilomètre de couloir est insuffisant. Un mois plus tard, rebelote. C'est au tour d'une statue phénicienne de se volatiliser. Le Louvre est une passoire, et cela donne des idées à des journalistes facétieux. L'un d'eux se cache dans un sarcophage égyptien pour démontrer qu'il est facile de passer la nuit au musée. Puis, 2 mois plus tard, un autre farceur subtilise une épitaphe romaine en pierre de 6 kilos et la déplace dans une autre salle, non loin du bureau du directeur. Le Louvre est à ce point mal gardé que personne ne se rend compte de rien. Le journaliste dépité va remettre l'œuvre en place, puis il publie un article salé dans lequel il s'interroge. Pourquoi n'aurais-je pas emporté la Joconde? La raillerie fait sourire, sauf que ce 22 août 1911, la plaisanterie est devenue réalité. Si c'est un vol minutieusement préparé, le moment n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes en plein été. Le directeur du musée se repose dans les Vosges. Le directeur par intérim, M. Bénédite, conservateur des antiquités égyptiennes, ne pense plus qu'à 2 choses. Retrouver la Joconde, bien sûr, mais aussi éviter que l'affaire ne s'ébruite. Il faut donc, coûte que coûte, régler le problème en interne. Le public, intrigué par toutes ces allées et venues, ignore encore le vol. Bénédite, dans ses petits souliers, ordonne à ses équipes de faire des recherches. Discrètement, s'il vous plaît. Retrouvez la Joconde dans les murs du musée. Il n'y croit plus vraiment. Mais un gardien, fin limier, pense à fouiller un petit escalier de service. Celui qui mène à la cour des Sphinx. Bingo! Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé. Il a en main le cadre et la boîte vitrée qui protégeait la Mona Lisa. Les esprits angoissés sont soulagés. C'est comme un petit vent frais dans la canicule. Tout n'est pas perdu, pense Bénédite. Mais le petit vent ne rafraîchit que momentanément. On a retrouvé le cadre et puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un a enlevé le cadre de la Joconde, c'est à coup sûr pour mieux l'emporter. À midi, la mort dans l'âme, Bénédite appelle le préfet de police Lépine. Et en début d'après-midi, Lépine débarque, accompagné de 60 inspecteurs et 100 gendarmes. La grande machine judiciaire est en route. Lépine, petit et maigrichon, ne paye pas de mine, mais il est une figure très populaire à Paris. Son nom vous dit quelque chose, j'en suis sûr. C'est cet homme qui a créé en 1901 le plus célèbre concours d'invention en tout genre. Mais quand le préfet arrive au Louvre, ce n'est pas sur un ton badin qu'il interpelle les messieurs présents. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Le musée est dans un incroyable désordre. Quand a eu lieu le vol? De jour? Impossible, disent les gardiens. Ils auraient vu quelque chose. De nuit?
Impossible, dit Bénédicte, vu les mesures de sécurité nocturne de l'établissement. C'est donc au sein même du Louvre que la police cherche la Joconde. 14h45. Le préfet fait évacuer le public par une seule et unique porte. Toutes les autres sont fermées. Motif de l'évacuation ? Rupture d'une conduite d'eau. Les visiteurs sont minutieusement fouillés à leur sortie. Puisque le voleur s'est débarrassé du cadre, c'est qu'il a roulé le tableau comme une vulgaire crêpe pour la dissimuler sous un manteau. Erreur. Le conservateur des antiquités donne poliment cette précision à Lépine. La Joconde est peinte sur un panneau de peuplier. Impossible donc de la rouler. La fouille rapprochée est arrêtée et toutes les pièces du musée, des caves au grenier, sont perquisitionnées. Les inspecteurs grimpent sur les toitures au cas où le voleur aurait eu l'idée saugrenue de se cacher dans un tuyau de cheminée. Le patron est devenu fou, disent les policiers. Fou d'inquiétude, oui, peut-être. Parce que Lépine pressent que cette affaire sera difficile et qu'elle pourrait bien venir ternir la gloire de sa fin de carrière. Alors on fouille partout. Derrière les décors fastueux de marbre, de miroirs et de dorures, le deuxième visage du Louvre laisse les inspecteurs ahuris. Que de sombres et poussiéreux couloirs, de pièces sans fenêtres qui sentent le moisi, d'escaliers rarement empruntés. Des Jocondes, les inspecteurs en trouvent à la louche même, mais toutes sont des copies plus ou moins réussies, abandonnées au Louvre par leurs peintres amateurs. Un panneau « Le musée est fermé aujourd'hui » est placé devant l'entrée. Et le lendemain, le préfet l'y laissera. « Ouais, la belle affaire de fermer la cage quand l'oiseau est parti », titre l'Humanité. La foule des badauds grossit. Ils sont de plus en plus nombreux à venir voir ce ballet d'hommes chapeautés et habillés de noir qui entrent et sortent du musée, l'air courroucé. On sait qu'il faut faire vite. Mais l'enquête piétine, aussi désordonnée que les caves du musée. Le sous-secrétaire d'État du jardin d'Aumetz avait un jour dit à la rigolade « Appelez-moi seulement si le Louvre brûle ou la Joconde est volée ». Parole prémonitoire. Il essaie de rassurer les troupes. Mona Lisa reviendra, j'en suis sûr. On ne pourrait rien en faire. Le tableau est si connu que la police le pense invendable. Ouais, mais... Et si par dépit, le voleur le vandalisait ? Ah, cette possibilité inquiète. Les premiers éléments de l'enquête sont établis. À coup sûr, le vol a eu lieu le lundi 21 août. Le lundi est le jour de semaine accordé aux gardiens pour qu'ils se reposent. Seuls 2 gardiens sont en fonction pour la galerie d'Apollon, où sont exposés les joyaux de la couronne et le salon carré. C'est peu. Mais ce lundi-là, c'est pire. Il n'y a qu'un seul gardien, car le second est en vacances. Et mieux encore, le lundi, c'est au gardien qu'il revient de faire le ménage dans le musée. Frotter les parquets, lustrer les cuivres, laver les vitres. Vous devinez à quel point un homme plié en 2 sur sa serpillière monte correctement la garde d'un tableau situé dans une autre pièce. La presse fera ses choux gras de ces incohérences. Et quoi ? Quand le gardien en place a nettoyé le salon carré, il ne s'est pas étonné de la disparition de la Joconde ? Non, car au Louvre, les tableaux ont la fâcheuse habitude de disparaître, puis de réapparaître dans l'indifférence générale. Rien d'étrange alors que le lundi soir, plus de 12 heures après le vol, le gardien ait déclaré au moment de sa sortie que tout était parfaitement normal. Le directeur du musée craint moins le vol du chef-d'œuvre que sa dégradation par un déséquilibré. Des malades fétichistes restent des heures en pâmoison devant le tableau. Ils adressent à la Joconde des lettres pressantes, mots enflammés, déclarations d'amour. Et si un amoureux éconduit par la belle décidait de la mutiler ? Un gardien veille sur tout individu louche qui s'attarderait un peu trop devant le tableau.
Mais dans la pratique, les lubriques peuvent baver tranquilles. Le musée manque de moyens financiers pour une garde si rapprochée. La belle affaire pour un voleur qui l'aurait remarqué. D'autres d'ailleurs en profitent pour exercer une activité bien différente. Il se chuchote que des prostituées mettent à profit la tranquillité des salles pour pratiquer. Et puisque l'entrée est gratuite, des clochards viennent l'hiver s'y réchauffer, piquer une petite sieste sur une banquette plus confortable que les pavés. Tout Paris le dit. Si la Joconde a été volée, c'est à cause des effroyables manquements de l'administration des Beaux-Arts. 24 heures de recherche n'aboutissent à rien. Au mieux, la police fait des suppositions, des pistes. Ouais, ça c'est pour les plus optimistes. Le juge Driou, attaché à l'affaire, résume les quelques indices à sa disposition. Un témoin rapporte avoir vu le 21 août en début de matinée un homme en blouse blanche sur les quais de la Seine marchant d'un pas pressé, quelque chose d'encombrant sous le bras. Une silhouette, habillée de façon identique, a été aperçue un peu plus tôt, descendant prestement le petit escalier de sortie dans lequel on a retrouvé le cadre et la boîte vitrée de la Joconde. Le témoignage de 2 maçons permet, lui, d'établir l'heure du vol, entre 7h et 8h du matin. Alors, le mercredi 23 août, le juge Driou procède à la reconstitution du vol, d'après ses premiers éléments recueillis. On suppose qu'à l'heure de fermeture du musée, le dimanche 20 août, le voleur s'est caché pour y passer la nuit. Avis aux amateurs, sachez que le Louvre offre un logement gratuit. Un tableau de taille et de poids identique à la Joconde a été suspendu à sa place. Un homme habile parvient, devant un parterre d'officiels, à enlever le tableau en seulement 6 secondes. 2 secondes pour se glisser sous la barrière qui garde le public à distance. 4 secondes pour enlever le tableau suspendu au piton. Trop facile, pensez-vous? Non, dit l'administration, non. En cas d'incendie, il est essentiel de pouvoir rapidement décrocher les œuvres. Ok, soit. Le voleur de démonstration s'engage ensuite dans l'escalier, retire le cadre et la boîte vitrée, descend les dernières volées jusqu'à la cour du Sphinx, traverse la cour Visconti, puis passe la lourde porte en chêne qui donne sur le quai. Le juge est ahuri. La porte extérieure du musée est ouverte. Un taquet de cuir usé montre de surcroît aux enquêteurs que le concierge l'a laissé régulièrement entrebâillé. Pour quelqu'un qui connaît le musée, enlever la Joconde puis quitter les lieux sans être inquiété est un véritable jeu d'enfant. Le Louvre est un magnifique coffre-fort ouvert. Enfin, si le tableau a disparu, la boîte vitrée rend espoir aux enquêteurs. S'y trouvent sûrement les empreintes digitales de ceux qui ont pris l'objet en main. Le voleur, mais aussi les ouvriers, les gardiens et les policiers. C'est Alphonse Bertillon, responsable à la préfecture de police du service de l'identité judiciaire, qui est chargé de faire le ménage. Bertillon est mondialement connu pour ses talents d'identification. Mais il ne dégage qu'une seule empreinte exploitable, celle d'un pouce gauche. Et là, vous vous posez la question, mais à qui appartient-elle cette empreinte? Les 257 personnes qui travaillent ou ont récemment travaillé au Louvre sont priées de poser leurs doigts sur une éponge imbibée d'encre noire, puis de les apposer sur une fiche cartonnée. Aucune de ces empreintes ne correspond à celle relevée sur la vitre du cadre. Voilà enfin un élément certain. Le voleur ne fait pas partie du personnel du musée. Aujourd'hui, grâce aux banques de données, ce serait presque une affaire résolue. Ouais, mais là, nous sommes en 1911.
Aucun classement efficace n'existe, mis à part quelques fiches dans des bureaux encombrés de paperasse. Alors, des mesures de protection sont prises. Le nombre de gardiens est augmenté. Ils sont accompagnés par des chiens dans le ronde de nuit pour débusquer tout individu mal intentionné et le vestiaire devient obligatoire. Poudre aux yeux pour l'opinion publique, qui n'est pas dupe et s'inquiète. Et la Joconde alors ? La disparition de Mona Lisa a causé une émotion considérable dans le monde entier. C'est le sujet de toutes les conversations. Même le naufrage du Titanic, en avril 1912, ne suscitera pas une telle tempête médiatique. Ce 22 août 1911, il n'y a pas mort d'homme. Juste un petit tableau qui a disparu. Mais c'est un rapt épouvantable, un enlèvement inadmissible, une disparition invraisemblable. Bref, un cauchemar. Et la consternation devant cet acte criminel est universelle. La Joconde a été volée parce que personne ne croyait possible qu'elle pût l'être. Voilà la vérité. Au Louvre, les diamants de la couronne ont un gardien qui leur est spécialement affecté, car ils ont une très grande valeur commerciale. Mais la Joconde était aussi mal gardée qu'une cruche grecque. L'État, qui avait une mission fort simple, protéger un chef-d'œuvre mondialement admiré, a fait preuve d'une incurie formidable. Si le tableau ne devait jamais réapparaître, ce serait une catastrophe comme aucune autre pareille. Retournons un instant en arrière, de l'autre côté du miroir, là où se trouve Vincenzo Perugia. Ah, son nom ne vous dit rien. Alors écoutez la suite. Vous allez vite comprendre. Vitrier de profession, cet homme, 1,60 m tout au plus, la taille d'un grand enfant aux yeux marrons et aux cheveux noirs, à la silhouette chétive. Il connaît parfaitement le Louvre, ses couloirs, ses portes secrètes, car il y travaille depuis de nombreuses années. La Joconde, il l'a déjà manipulée, car c'est lui, l'artisan vitrier, qui a eu la délicate tâche de la placer dans sa boîte vitrée. À force de la tenir dans ses mains, il s'est souvenu de son Italie natale, de son Italie chérie, mais aussi d'une gravure vue dans un livre peu de temps auparavant. Une gravure qui illustre Napoléon en campagne sur un char chargé de trésors pillés pour être ramené en France. Persuadé que Napoléon a volé Mona Lisa à sa patrie, Perugia n'a plus qu'une idée en tête: rendre la Joconde à son pays de cœur. Une intention émouvante, mais sans fondement. Napoléon n'a pas dérobé la belle. François Ier a acheté ce tableau à Léonard de Vinci de façon officielle et sans embrouille. Près de 4000 écus d'or. À l'époque, déjà un prix fort. Une transaction honnête qu'ignore Perugia. Alors, ce lundi 21 août, vers 7 h du matin, le vitrier entre dans le Louvre, en habit de travail, sans être vu, et se dirige vers le salon carré. Il ne croise personne en chemin. Sa bonne étoile est avec lui, pense-t-il. Il jette machinalement un regard à gauche, puis à droite. Il sait que le gardien est occupé ailleurs. La voie est libre. Il décroche précautionneusement le cadre. L'opération est aisée. C'est lui-même qui a fixé le système d'attache. Il file vers l'escalier de la salle des 7 mètres et le dévale. Puis, à l'aide d'un petit tournevis, il sépare la toile du cadre, sort dans la cour Visconti, franchit la porte extérieure et se retrouve à l'air libre. Il longe les quais, avance sans lever la tête, pénètre dans une ruelle aux maisons toutes identiques et aux pavés de guingois, et rentre chez lui, dans son modeste logement d'ouvrier. Au premier étage du 2e escalier, derrière la porte marquée du numéro 23, la Joconde est déposée. Perugia en est le nouveau propriétaire. À 2 pas du canal Saint-Martin, si près du Louvre.
La belle Mona Lisa n'a pas embarqué sur un paquebot pour l'Amérique. Elle n'a pas franchi la frontière française. Elle n'a même pas traversé la Seine. La Joconde a juste troqué les fastes du Louvre pour l'humidité d'une petite cité ouvrière en plein Paris. Ah, si les enquêteurs savaient. Mais il y a pire encore que cette proximité géographique. La police l'ignore, mais elle détient dans une armoire les empreintes digitales de Vincenzo Perugia. L'homme a déjà eu affaire à la justice pour violence et port d'armes prohibées. Injurié par une bande de voyous, Perugia ne s'était pas laissé faire, et la police avait retrouvé sur lui un couteau à cran d'arrêt, celui qu'il utilisait pour couper son pain. Un fait suffisant pour qu'il doive laisser ses empreintes à la police. Ce lundi 21 août, Perugia referme derrière lui la porte de son appartement et glisse précautionneusement la Joconde dans une valise sous son lit. Le logis est composé d'une pièce unique et d'un débarras dans lequel il range son bois. Pas 10 000 cachettes possibles pour le chef-d'œuvre. Le vitrier se passe la main dans les cheveux pour les ébouriffer et faire croire en ressortant de la maison que son réveil n'a pas sonné. « Bonjour, je suis en retard pour mon travail », dit Perugia à sa concierge. Un alibi en or. Il justifie ensuite son retard à son employeur en prétextant une cuite prise la veille. Simple, hein ? Durant ces 2 années de concubinage paisible avec la belle Mona Lisa, Vincenzo Perugia ne sera inquiété qu'une seule fois quand un inspecteur de police zélé a la bonne idée d'interroger tous les artisans qui avaient récemment travaillé pour le musée. Il avait frappé à la porte du vitrier, qu'il avait fait entrer et s'asseoir sur son lit. Perugia, qui était en train de dîner, n'avait pas eu le temps de dissimuler la Joconde. Sous le lit, la valise était ouverte, mais l'inspecteur, gêné du dérangement au milieu du repas, ou rassuré par la tête d'ange de Perugia, n'avait posé que quelques questions faciles et écourté sa visite. Si l'inspecteur s'était penché pour refaire ses lacets, c'était fini. La bonne étoile de Perugia veillait, visiblement. Et comme l'artisan n'était pas bavard, il n'avait même rien dit à ses amis. De son côté, la presse, après avoir crié au scandale, n'est pas pressée que le voleur soit retrouvé. Ah, c'est qu'elle engraisse en vendant le feuilleton de l'affaire. Pourvu qu'on n'aille pas retrouver Mona Lisa dans 8 jours. Ce sera la fin de tout, ironise le Figaro. Parce qu'après avoir détaillé les premiers éléments de l'enquête, puis avoir mis le doigt sur les défaillances de l'État, les journaux ne jettent pas l'éponge comme le fait la police. Au contraire, les journalistes inventent chaque jour de quoi alimenter cette lucrative chronique. Il faut tenir le lecteur en haleine, quitte à sortir quelque peu des chemins de la vérité. Car que sait-on au juste de la belle Mona Lisa ? Peu de faits historiques avérés en réalité. Un flou qui ne gêne pas l'éditorialiste bavard. Le vide informatif est comblé par des détails romanesques. La Joconde se nommerait Lisa Gherardini, une femme à la beauté moelleuse dont le mari, un vieux peu séduisant, avec une verrue sur la joue gauche, maigre et moche, avait passé commande du portrait à Léonard de Vinci. L'artiste vénéré fait l'amant tout trouvé. Coup de foudre consommé ou amour platonique. Imaginez ce que vous voulez. Il existe une série de Jocondes à moitié nues. Mona Lisa dénudée jusqu'à la taille. Grivoiserie et obscénité remplacent les éléments probants d'une enquête qui tourne en rond. Commérage de presse people, mais commérage rentable. Dès le 29 août, le Louvre rouvre ses portes. Immédiatement, la foule se presse en masse. Tous veulent voir ce qu'on ne peut plus voir. Dans le fond, c'est peut-être la première exposition d'art surréaliste. Il n'y a pas de carré blanc sur fond blanc, mais un trou laissé sur un mur en l'absence d'un tableau. Le badaud repart repu d'avoir vu où la belle avait vécu, et furieux qu'on lui ait enlevé.
comme une procession religieuse pour une Vierge magnifique qui aurait mystérieusement disparu. Les 4 pitons qui soutenaient le tableau sont toujours en place, et ces clous magiques voient défiler plus de monde que Mona Lisa elle-même. Ne pourrait-on pas remplacer la Joconde par un autre tableau? Le directeur du Louvre hésite. Ce serait reconnaître qu'on renonce définitivement à tout espoir de la retrouver. Mais 4 mois après le vol, en décembre 1911, les curieux se tarissent et le musée a besoin d'une nouvelle publicité. Alors le Louvre choisit pour remplacer Mona Lisa un tableau de Raphaël, un peintre italien lui aussi. L'œuvre élue est un portrait d'homme, Baldassare Castiglione, en buste, main jointe, le regard porté vers le visiteur. Toute ressemblance avec la Joconde est volontaire et intentionnelle. Enfin, à la différence près que ce tableau n'a pas été volé. Enfin, du moins, pas encore. Pendant que Perugia fait de beaux rêves dans sa chambrette, en compagnie de la belle, différents témoignages relancent l'affaire. Leur point commun, avoir vu un individu tenant un paquet de dimensions identiques à la Joconde, soustrait à la vue dans une couverture ou un drap. Certains sont vus sur les quais de la Seine, d'autres dans une gare ou un train. Et si le voleur partait en Amérique ? Les fonctionnaires des ports internationaux, New York, Le Havre, Cherbourg, sont sur les dents. Tous les voyageurs transatlantiques sont fouillés. Des porteurs de paquets louches et plats, il n'y en a jamais eu autant. La police saisit à plusieurs reprises des copies. Bonne ou mauvaise, ces désillusions coûtent cher en hommes et en argent. Entre les petits plaisantins, les déséquilibrés et les innocents de bonne foi, quelle piste suivre? Ou ne pas suivre? Certains s'accusent eux-mêmes du vol. Le tableau est intact, chez eux, au chaud. Il leur tient compagnie ou s'échange contre une somme délirante. Chez d'autres, il est mis en pièces par désespoir ou par vengeance. L'imagination des plaisantins semble sans limite. Seul point positif à la situation, la célébrité de la Joconde n'en finit pas de grandir. Absente, la Joconde est partout. Des centaines de milliers de cartes postales imprimées à son effigie, parfois d'un goût douteux, inondent les foyers français. Des millions de personnes dans le monde entier l'admirent. Mais on ne sait toujours pas où elle est. Où et pour combien de temps encore? Pour certains, elle est invendable, trop connue, trop recherchée. Pour d'autres, elle vaut des millions et trouvera bientôt un riche amateur qui l'achètera pour sa collection privée. La police promet de belles récompenses à qui permettra de coincer le voleur. Des journaux en offrent le double à qui rapportera le chef-d'œuvre. Un homme est arrêté le 7 septembre 1911. Un poète connu, loin d'être un voleur. Guillaume Apollinaire, l'écrivain, a hébergé chez lui Guéry Pierret, un voyou belge sans scrupules à la vie dissolue, déserteur de l'armée. En 1907, Pierret vole au Louvre 2 statuettes ibériques. Il en vend une à Picasso qui s'en inspirera pour peindre les Demoiselles d'Avignon et lui offre l'autre. Leur provenance illégale? Picasso est au courant car son ami Apollinaire le lui a dit. En 1911, Pierret vole une 3e statue. Excédé, Apollinaire met le malfrat à la porte et convainc Picasso de rendre anonymement les 2 statuettes en sa possession. Le poète, fils d'une Polonaise d'origine juive et d'un Autrichien, a peur d'être expulsé de France comme étranger.
Picasso craint le même sort à cause de ses fréquentations anarchistes. Mais c'est trop tard. Le vol de ses statuettes s'est ébruité. Le poète est arrêté au début du mois de septembre 1911 par 2 inspecteurs de la sûreté. Il est inculpé pour complicité de recel. Tout le milieu littéraire parisien crie au scandale. En vain, Apollinaire est incarcéré à la prison de la Santé. Paradoxe certain, on a perdu la Joconde, mais on a gagné quelques vers éternels. Dans la misère de sa cellule, Apollinaire, que l'injustice étreint, écrit plusieurs poèmes qui seront publiés dans son recueil Alcool. Le poète sous les verrous, une autre piste s'ouvre aux enquêteurs. La piste belge. Le procureur du roi de Bruxelles a transmis aux policiers français des informations concernant des individus déjà mêlés par le passé à des trafics d'œuvres d'art volées dans les musées. La belle a-t-elle été maquillée et recouverte d'un autre sujet quelconque pour être plus facilement transportée? Des pistes, oui, mais qui n'aboutissent à rien. Les semaines passent, les mois aussi. Vincenzo Perugia ne se soucie pas de ses aléas. Jusqu'en novembre 1913, où l'histoire rebondit. Pas trop tôt, diront certains. La Joconde tient compagnie au vitrier depuis plus de 2 ans maintenant, et Perugia a toujours en tête de rendre ce trésor à sa patrie. Il est patient et attend simplement l'occasion. Et la voilà enfin. Une annonce publiée dans une revue par un antiquaire italien à la recherche des tableaux célèbres, en vue d'une exposition de chefs-d'œuvre de collections privées. Perugia rêve. Sa Joconde, exposée à Florence. Il ne pouvait pas espérer mieux. Alors, il adresse, sous un nom d'emprunt, une lettre au marchand, dans laquelle il propose de lui vendre un magnifique tableau. La lettre est signée Léonard V, et l'œuvre est la bien nommée Joconde, ni plus ni moins. Maudit farceur, pense l'antiquaire. Mais, attendez, et si c'était vrai ? Un rendez-vous est fixé à Florence, dans le modeste hôtel où est descendu Perugia. Le conservateur des offices accompagne l'antiquaire, Alfredo Geri, et la police a pris soin de boucler tout le quartier. Qui sait à quel bandit on a affaire? Mythomane? Dangereux criminel? Ouais, notre vitrier, vous le savez, n'est aucun de ces deux-là. Quand tout ému, il retire la couverture de velours rouge qui emballe le tableau. C'est la stupéfaction dans la chambre d'hôtel. Aucun doute possible. On tient là la Joconde, la vraie, la seule. La Joconde retrouvée, intacte, toujours souriante. Geri, qui prend soin de ne rien montrer de son étonnement, prétexte une vérification à faire aux offices pour asseoir l'authenticité de l'œuvre. Une façon tout en douceur de la soustraire au receleur. Perugia rêve de gloire et des 500 000 francs qu'il a réclamés en échange du chef-d'œuvre. Alors il accepte sans broncher et il est arrêté. Certain d'être acclamé, lui, le héros national, celui qui rend à l'Italie un trésor usurpé, Perugia raconte tout aux policiers. Le jour même, sans se faire prier. Toujours convaincu de la beauté de son geste, il est écroué. Lors de son procès en Italie, les juges souligneront sa dignité, sa bonne foi en son action. Le fait aussi qu'il ait pris soin du tableau. Quelques égratignures à peine, vite restaurées, sont les seules traces du séjour de la Joconde sous un lit d'une cité d'ouvriers. Perugia n'est pas un bandit mercantile. Son avocat le clame. C'est un petit Italien humilié et traité de macaroni, le cœur brisé par la belle Mona Lisa, enlevé comme rapine de guerre. L'homme de loi sait qu'il faut jouer ce jeu-là, et le verdict lui donnera raison. Perugia écope
d'1 an de prison seulement. Par comparaison, Géry Pierret, qui, à la même époque et dans le même musée, a volé 3 obscures statuettes, a été condamné par un tribunal français à 10 ans de réclusion. 10 ans pour des statuettes dont le musée n'avait même pas signalé la disparition et qui avaient fini par être rendues. Un jugement bien lourd comparé à celui de Perugia. Mais une question subsiste. Puisque Bertillon avait demandé les empreintes de toute personne qui travaillait ou avait travaillé au Louvre, pourquoi Perugia n'est-il pas venu appliquer les siennes? L'homme avait bien été convoqué au quai des Orfèvres. 2 fois même. Mais le vitrier ne s'était tout simplement pas présenté. Et personne n'avait cherché à savoir pourquoi Perugia ignorait les convocations. Interrogé sur son retard au travail ce lundi 21 août, 2 heures tout de même, Perugia avait expliqué aux enquêteurs que son réveil n'avait pas sonné. Excuse bidon d'étudiant, mais qui était passée sans demande de justification. Aujourd'hui, ces manquements dans l'enquête font sourire, mais si l'on se permet un rictus, c'est que celui de la Joconde a été retrouvé intact. Un sourire énigmatique, désormais sous très haute surveillance, et que viennent admirer plus de 20 000 personnes chaque jour. Une grande vitre blindée de 4 mètres de haut et 2 mètres de large, sur une structure en acier renforcée. Une sécurité qui a coûté plusieurs millions d'euros au musée. Vitrée, cadenassée, sous alarme, Mona Lisa sourit toujours. Un sourire peut-être ironique devant l'admiration folle qu'elle suscite. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Caroline Huppé et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.